passer à faire et défaire des expériences qui ne fonctionnent pas pour les utilisateurs. Plus tôt vous allez être au courant des principaux points de blocage qui vont apparaître dans l'expérience, plus tôt vous allez pouvoir les ajuster et changer un petit peu votre fusil d'épaule, moins ça va vous coûter cher et moins ça va vous prendre de temps. C'est assez facile de redéfinir un besoin, c'est assez facile de modifier des maquettes, c'est très compliqué et c'est très frustrant de devoir refaire quelque chose qui est déjà live, d'expliquer à votre équipe de développeurs que ce qu'ils ont fait depuis 3 mois, en fait, ça ne marche pas, parce que vous étiez trompé dans la manière dont vous voulez construire votre service. Et en fait, en général, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce que justement, vous avez passé 3 mois à construire quelque chose. Et là, vous allez vous dire, mais ça fait quand même, en fait, on a tellement investi là-dedans que je préfère pas tester parce que si ça marche pas, je vais pas repasser 3 mois à le faire, quoi. Donc, c'est parti, on verra. On ferme les yeux et ça va marcher. Et malheureusement, voilà, c'est beaucoup de temps perdu et d'argent perdu aussi. Comment est-ce qu'on va essayer de bien choisir les moments où on va pouvoir tester? Parce qu'évidemment, c'est pas anodin non plus de tester. Et il faut avoir en tête qu'il y a un temps pour le test, mais il y a aussi un temps pour l'utilisation des résultats et la mise en place des optimisations derrière. Donc c'est vrai que c'est important de l'anticiper parce que si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez pris 10 jours pour faire un test et analyser les résultats, mais en fait après vous n'avez plus du tout le temps de modifier, finalement vous allez être très frustré parce que vous allez savoir ce qu'il faut changer, mais vous n'allez plus avoir le temps de le faire. Donc la première chose à avoir en tête, c'est chaque mesure est une réduction de l'incertitude. Ça peut sembler effectivement assez coulé de source comme ça, mais en fait, à quoi ça sert ça? Ça sert à se dire à quel moment et sur quels aspects j'ai le plus d'incertitude. Du coup, comment je vais choisir les hypothèses et les moments où je vais tester. En général, à part dans des secteurs où on est en complète innovation, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait déjà, sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles on a plus ou moins d'incertitude. Et il y a un certain nombre de choses qui sont un peu nouvelles parce que la technologie a évolué, parce que nos utilisateurs évoluent, parce que c'est un nouveau service et sur lesquels vous allez avoir un niveau d'incertitude qui est plus élevé. Plus on va avoir un niveau d'incertitude élevé, plus ça va être facile de le réduire en fait. Parce que quand on ne sait rien, en fait, il suffit de poser une question à quelqu'un pour déjà en savoir plus. Par contre, quand on sait beaucoup de choses, du coup, effectivement, c'est plus dur d'aller chercher le fameux kilomètre en plus pour être encore plus en lien avec ce que vivent les utilisateurs. Du coup, comment est-ce qu'on va choisir à chaque fois la mesure qui convient à la situation? Comme on le disait tout à l'heure, il y a différents types de mesures. Et donc, selon les situations, on ne va pas mettre en place les mêmes tests. Donc, ça peut être des entretiens, des focus groups, ça c'est plutôt dans les phases amont. Donc, en général, c'est plutôt dans le moment où vous allez refaire un service et vous dire, OK, finalement, j'ai l'impression de bien connaître mes utilisateurs, mais j'ai quand même besoin de creuser un peu plus qui ils sont. Du coup, je vais vous montrer des exemples. Ou un focus group, vous allez vous dire, j'ai identifié ce type d'utilisateur précis et j'aimerais vraiment être capable avec eux de co-créer mon service et de générer des idées sur ce qu'ils attendent de moi. Ça peut être un sondage parce que voilà, vous avez besoin, vous avez des hypothèses, mais vous avez besoin d'avoir une vue plus statistique sur ce que les utilisateurs pensent ou vivent. Et les tests utilisateurs à distance, comme on l'a vu juste avant, ça va arriver un petit peu plus tard en général dans les cycles de création. Donc entretien individuel. À l'intérieur d'un entretien individuel, on peut avoir un test, mais ça peut être des entretiens individuels. On va uniquement faire de la recherche. Et en général, le but, ça va vraiment être de creuser la situation, les habitudes et les besoins d'un utilisateur. On va avoir en général des échantillons qui sont de 6 à 8 personnes. Ça peut être plusieurs échantillons de 6 à 8 personnes et c'est important d'avoir des échantillons qui sont suffisamment consistants. Parce qu'en fait, si vous avez des profils qui sont trop différents, vous n'allez pas avoir suffisamment de données et d'utilisateurs pour tirer des conclusions parce que vous allez avoir un jeune qui utilise Snapchat et qui du coup va vous exprimer des habitudes et des besoins qui n'ont rien à voir avec
quelqu'un qui a 65 ans et qui a 5 applis sur son téléphone. Donc voilà, c'est un peu comme, et les focus groups, c'est encore plus vrai. C'est important d'avoir des échantillons consistants pour avoir des apprentissages qui sont consistants. Du coup, on peut aussi multiplier les échantillons si on sait déjà, sur la base de données quantitatives, qu'on a certains types d'utilisateurs, et du coup, on va avoir un échantillon A avec 6-8 personnes, un échantillon B avec 6-8 personnes, etc. Donc ensuite, on va faire des entretiens avec les utilisateurs pour creuser ces éléments-là. Et le type d'apprentissage, notamment dans les phases très amont qu'on peut avoir. Donc là, c'est une application qui est d'ailleurs dans le secteur bancaire. Et en gros, leur problème, c'était on a plein de données quantitatives sur comment les gens utilisent notre application, le nombre de connexions qu'ils ont par mois, etc. Et du coup, on a des hypothèses par rapport à qui ils sont et la manière dont ils fonctionnent, mais c'est des hypothèses et en fait, on a besoin de les vérifier ou de les invérifier. Et donc, sur la base des entretiens qu'on a fait avec les différents types d'utilisateurs qu'ils ont identifiés, on a construit des profils qui correspondaient plus ou moins aux hypothèses qu'ils avaient fait. Il y a des choses qui se recoupaient et d'autres qui étaient un peu nouvelles et qui, eux, leur permettent de savoir que, effectivement, les personnes qui se connectent plusieurs fois par jour à leur application, c'est des gens qui sont plutôt dans l'anticipation, l'optimisation de leur gestion bancaire, qui sont économes, etc. Et inversement, les gens qui se connectent une fois par mois, ils ont tendance à être un peu plus dépensiers dans la réaction et dans le rééquilibrage de leur situation que dans l'anticipation, etc. Donc en fait, par rapport à ces profils-là, eux, ils vont pouvoir déjà essayer de réfléchir à leurs nouvelles fonctionnalités, au type d'utilisateurs qu'ils veulent cibler avec ces nouvelles fonctionnalités, etc. Donc c'est vraiment de la connaissance utilisateur pour améliorer ensuite ce qu'on développe. Focus group, ça va généralement plutôt être pour régénérer des idées et co-créer des éléments. Ça peut être soit des services qui sont déjà existants, soit quelque chose qui pour le coup est très innovant et du coup vous voulez regarder comment le groupe d'utilisateurs choisit, réagit. Donc ensuite on va mettre les gens dans une salle, ça peut être ces échantillons qui vont de 6 à 10 personnes, là c'est plutôt un échantillon important, où voilà, on va creuser les profils, faire réagir les personnes. Potentiellement il peut y avoir une partie où ils vont utiliser un service en live et donner leur avis dessus, et ça va permettre de mieux comprendre ce qu'ils attendent et le type de learning que vous allez avoir. Donc là, c'est aussi dans votre secteur, c'est une application de coach financier qui est vraiment à l'état de projet et où justement on va déjà essayer de co-créer un petit peu le service qu'attendent les utilisateurs pour comprendre quelles sont finalement les grandes lignes dans lesquelles on va pouvoir l'orienter et voir ce que les gens attendent de nous. Sondage quantitatif, donc on a déjà un peu parlé, donc c'est un questionnaire avec une ou deux questions ouvertes, c'est des échantillons qui vont en général de 100 à 300 utilisateurs selon les cibles, et là voilà, ça va plutôt vous permettre de préciser des besoins, d'avoir des données un peu plus statistiques sur ce qu'attendent les gens, donc c'est souvent des hypothèses assez précises sur lesquelles on cherche à avoir du quanti. Et donc le test utilisateur à distance dont on a parlé, ça c'est un exemple de retour qu'un utilisateur va faire. Donc on voit effectivement son commentaire, sa petite vidéo à côté. Donc j'ai mis une petite vidéo, je ne sais pas si je peux arriver à la faire marcher. Qu'est-ce qu'il me dit ? Impossible. Bon, j'aurais pas d'exemple, mais si vous allez sur notre site, vous pouvez voir des exemples. Et donc dans la petite vidéo, c'est vraiment du sync out load, donc on va voir à la fois le doigt de l'utilisateur à l'intérieur de l'application, la navigation qu'il effectue, et en même temps il commente son expérience. Donc voilà, ça va non seulement permettre de comprendre comment il interagit avec l'application, et d'analyser tout ce qui est de l'ordre du non-dit, parce qu'effectivement dans ce que dit un utilisateur, il y a des choses qu'il faut prendre, on va dire, un peu au premier degré, et il y a pas mal de choses qu'on va analyser
par-dessus ce qu'il dit et des conclusions qu'on va tirer des éléments avec lesquels il interagit par rapport à nous, l'objectif qu'on a. Parce qu'encore une fois, c'est un peu le chemin qu'on voyait tout à l'heure. Souvent, nous, on a imaginé la manière dont l'utilisateur va interagir avec notre service. Puis au moment où il interagit, lui va peut-être trouver ça génial, mais d'une manière totalement différente de ce que nous, on avait imaginé. Et donc, voilà, ça va permettre de mieux comprendre comment il fonctionne. Il y a d'ailleurs un élément là-dessus qui est intéressant. Très souvent, on voit sur Internet ou dans des conférences une citation de Steve Jobs qui dit ah non, non, nous à Apple, chez Apple, on n'écoute pas du tout les utilisateurs parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Alors la première chose, c'est que c'est pas vrai, ils écoutent les utilisateurs et pour preuve, c'est les premiers à avoir créé le domaine de l'expérience utilisateur. Et la deuxième chose, c'est que oui, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin, mais ça ne sert pas à ça en fait. Enfin, un utilisateur, vous n'allez pas l'interroger pour trouver votre solution, vous allez l'interroger pour comprendre son problème. C'est pas la même chose en fait. C'est ça qui est parfois un peu contre-intuitive à l'intérieur de ce que vous allez lire, dans ce que disent les utilisateurs. C'est qu'effectivement, ils ne vont pas demander une voiture, ils vont demander des chevaux qui vont plus vite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent aller plus vite en fait. Et c'est la même chose dans tous les secteurs d'innovation. On cherche à comprendre quelle est l'expérience de l'utilisateur pour savoir comment nous, avec la technologie qu'on possède et les informations qu'on possède, on peut l'améliorer, pas à demander à l'utilisateur de trouver des solutions à notre place. Et s'il les trouve, tant mieux, mais en général, ce n'est pas le cas. Quels sont les exemples du coup de modifications qu'on peut voir? Donc ça, c'est notre premier client qui est Parrot, avec qui on avait travaillé à l'époque. Et donc pour vous donner un petit peu le contexte, c'était il y a plusieurs années. Ils avaient eux un site desktop qui venait de passer sur mobile, sans trop y réfléchir. En gros, ils avaient demandé à l'agence d'arriver à tout faire rentrer dans un téléphone, ce qui était un peu la mode à l'époque où on se disait bon bah on a des sites sur des grands écrans, maintenant on va tout mettre sur des petits écrans et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça se passait en général plus ou moins bien. Et la deuxième chose, c'est qu'ils voulaient aussi mesurer quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'image, qui en fait c'est une entreprise qui est très technologique à la base et qui essaye de devenir un peu plus mainstream et connue de tout le monde. Et donc les utilisateurs ont navigué dans le site de Parrot et il y a deux éléments principaux qui étaient ressortis. Et un, quand ils naviguaient dans les pages produits, il fallait scroller en moyenne 34 fois pour arriver en bas de la page. Et il se trouve que les boutons qui redirigent vers les revendeurs de Parrot, que sont la Fnac, Amazon, etc., étaient en bas des pages sur mobile. Donc effectivement, pour acheter un produit, c'était trouver comment aller sur un site qui permet d'acheter le produit, c'était vraiment le parcours du combattant sur mobile. Et la deuxième chose qui était intéressante et qui était plus dans l'image, c'est qu'ils cherchaient à savoir un petit peu comment ils devaient communiquer les informations et si les informations qu'ils communiquent étaient comprises par les utilisateurs. Et globalement, ce n'était pas du tout le cas, parce qu'en fait, sur leur page d'accueil, ils affichaient des informations qui étaient liées au CES, avec un newsfeed Twitter en anglais, etc. Et en fait, monsieur et madame tout le monde ne sait pas ce que c'est que le CES. En fait, c'est quelque chose qui est très lié à la technologie, mais les gens ne connaissent pas. Et le newsfeed en anglais, évidemment, ça a tendance à compliquer les choses. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, comme ils sont très très fiers de leur technologie, la première chose qu'ils mettaient à l'époque liée à leurs produits, c'est tous les avantages technologiques qu'ils ont par rapport à leurs concurrents, donc ce qui fait un peu la fierté des ingénieurs chez Parrot, mais qui pour le commun des mortels en général n'ont pas grand sens parce que c'est trop compliqué à comprendre. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est plus l'usage que le fait qu'il y ait une caméra 360 qui permette de stabiliser, etc. Et en fait, à la fin des pages, il y avait par contre des vidéos d'utilisateurs qui utilisent les drones, etc. Et donc les gens au début voyaient plein d'informations qu'ils ne comprenaient pas et disaient ça a l'air super, mais en fait je ne sais pas très bien à quoi ça sert. Et à la fin, ils cliquaient sur les vidéos et là par contre ils étaient complètement impressionnés par des gens qui effectivement il y a 4 ans utilisent des drones sur la plage avec des images magnifiques, etc. C'est un peu à ce moment-là qu'ils ont aussi réussi, eux en interne finalement, à montrer à leurs équipes que c'est super de faire de la technologie qui est impressionnante, mais il y a un moment où il faut aussi être capable de mettre en valeur la partie plus utilisateur.
Ça, c'est un deuxième exemple qui est très lié au design, mais qui est intéressant parce que c'est aussi un exemple de gestion, on va dire, lié parfois à ce qui peut se passer dans des très grandes entreprises. Donc, c'est une application de L'Oréal qui s'appelle Stylemayer et qui, pour faire bref, vous permet d'essayer des coupes de cheveux en direct avec de la 3D. Et donc, on avait testé l'application au moment où elle était encore en développement. Et il y avait du coup cette première page avec en fait une partie qui redirige en haut, une partie qui redirige en bas, puis ce losange qui semble rediriger au milieu à l'intérieur de l'application. Et en fait, du coup, ce qui se passait, c'est que tous les utilisateurs, en arrivant sur cette page d'accueil, cliquaient sur le losange avec le nom de l'application en se disant bah, c'est comme ça que je rentre dans l'expérience. En fait, le losange, c'est pas un bouton. Il redirige soit en haut, soit en bas. Et du coup, ça, évidemment, personne n'avait compris. Et ce que nous a dit ensuite l'équipe, c'est bah oui, on se doutait que ça allait pas marcher, mais l'équipe de la com, ils ont dit que le logo c'était un losange, donc il faut mettre un losange sur la page d'accueil. Et ça, évidemment, ça fait sourire, mais en fait, ça arrive quand même très régulièrement que bah, on finisse par mettre. Alors, ça arrive souvent avec les équipes légales aussi, évidemment. Donc, la première expérience qu'ont parfois les utilisateurs d'une application, c'est 18 pages de conditions d'utilisation. Et oui, souvent ils disaient ah ben, on ne voulait pas le faire, mais en fait on nous a obligés, etc. Et donc en fait, ce à quoi servent aussi les retours utilisateurs, c'est justement d'être un peu le juge de paix de ces débats infinis qu'on peut avoir en interne, et de ah mais on devrait faire comme ça, mais moi je préfère comme ça, etc. Et il y a un moment où quand l'utilisateur vous dit moi, si vous mettez le losange au milieu, je mets un 1 à votre application et je la téléchargerai jamais, ça coupe un peu plus court au débat et donc ça permet plus vite de modifier le design et de faire quelque chose qui est cohérent et lisible pour les utilisateurs. Ça, c'est ce qu'ils ont modifié notamment avant de lancer. Et pour la petite histoire, entre le premier test qu'on a fait pré-lancement et le test qu'on a fait post-lancement, leur note est passée de 2,8, où là on leur a dit qu'il ne faut surtout pas lancer, à 4. Donc ils n'ont pas modifié uniquement la page d'accueil, mais voilà, en fait avec 4-5 modifications prioritaires, ils ont réussi à vraiment changer l'expérience de leurs utilisateurs et avoir quelque chose qui est beaucoup plus adéquat. Un dernier exemple, c'est un autre client un petit peu historique qui est Leroy Merlin, qui fait beaucoup de bonnes choses globalement sur le web et qui est un assez bon exemple de grande entreprise qui a réussi justement à devenir très agile en intégrant les utilisateurs. Le premier test qu'on avait fait avec eux, c'était sur leur application de l'époque qui n'était pas très bien notée. Et en fait, globalement, ils ont un peu la problématique que tous les gros e-commerçants ont, qui est on a énormément de catégories de produits, on ne sait pas comment les faire rentrer dans un téléphone. Donc sur le web, c'est pas simple, mais c'est moins compliqué parce qu'évidemment, on peut avoir un menu avec des sous-menus, etc. Sur du mobile, c'est beaucoup plus complexe et en plus, les expériences changent très vite et sont beaucoup plus visuelles finalement que ce qu'on voit sur un ordinateur. Et donc, ils avaient, je sais plus, enfin, en gros, ils avaient fait catégorie, sous-catégorie, sous-sous-catégorie, ce qui fait que pour trouver un tournevis, il fallait faire 12 clics, quoi. Et en plus, c'était assez illisible à l'intérieur. Donc, ils ont lu les retours utilisateurs, priorisé un peu les choses qu'il fallait améliorer. Et donc là, c'était vraiment un audit de leur application existante à l'époque avant de passer à la refonte. Donc, ils ont fait une refonte complète de l'application à ce moment-là, en essayant justement de simplifier toutes ces catégories de produits avec des univers qui étaient beaucoup plus visuels et beaucoup plus simples avec lesquels on peut interagir sur mobile. Et entre les deux, entre l'ancienne version et la nouvelle version, la note est quand même passée de 2,9 à 4,1 et leur application reste très très bien notée aujourd'hui sur les stores. Donc voilà, ils ont vraiment réussi à ce moment-là à avoir une expérience qui est beaucoup plus qualitative que ce qu'on avait à l'époque. Et ce sera quasiment le mot de la fin. La dernière chose, c'est finalement, si on ne fait pas encore de tests et d'études, par où commencer. Il y a effectivement plein de choses qu'on peut faire, plein de moments où on peut tester. Et encore une fois, plus vous testez tôt, plus c'est simple et plus ça a de la valeur. Parce que vous allez pouvoir faire des changements qui sont importants. Ce qui est assez frustrant, et ça arrive à certains de nos clients et c'est normal,
c'est de tester une expérience à la toute fin qui est live et de se dire j'ai appris plein de choses, mais là il y a plein de choses que je ne peux pas modifier parce que c'est pas de mon ressort, parce que ça prend trop de temps, etc. Donc l'idée c'est vraiment de se dire essayez de tester le plus tôt possible quand vous êtes en train de réfléchir à la modification d'un parcours, d'un service, etc. On peut tester dès qu'on a ce qu'on appelle des low fidelity wireframes, donc c'est des prototypes qui parfois sont en noir et blanc, dans lesquels il n'y a pas encore beaucoup de contenu, etc. Mais en fait, la navigation, les grands principes du service que vous mettez en place, dès ce moment-là, on peut le tester. Donc voilà, plus vous testez tôt, plus vous pouvez corriger les problèmes. Et du coup, effectivement, au début, on va plutôt s'attacher à tester le concept au moment de la recherche et l'idéation. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va faire en entretien, en focus group. Ensuite, on va tester l'usage des grands principes jusqu'aux éléments qui sont plus précis. Et au moment du développement sur des interfaces live, on teste plus ce qu'on appelle l'appréciation. Donc c'est vraiment ce que ça va générer chez l'utilisateur, etc. En fait, il faut rajouter ces phases les unes au-dessus des autres parce que quand vous allez tout tester l'usage, vous allez aussi tester le concept. En fait, le concept ne sera jamais complètement délié de l'usage, les deux sont connectés. Et pareil, quand on est plutôt sur des tests d'appréciation, l'appréciation, elle dépend évidemment aussi de l'offre de service que vous avez et de l'usage que les utilisateurs vont en faire. Donc, voilà. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne dans un cycle de produit? Donc si on repart de notre petit Lean UX Cycle au début, finalement ce Lean UX Cycle il va s'introduire un peu partout à l'intérieur d'un cycle de produit où on va pouvoir partir effectivement de la partie recherche, ensuite on va créer le couple problème-opportunité, commencer à construire une solution, prototyper, à ce moment-là on va pouvoir retester, itérer jusqu'à la mise en ligne et là on va repartir dans un cycle et donc ce qui est génial avec les produits web c'est que c'est des produits qui sont jamais finis, donc on est dans un cycle un peu perpétuel justement de on identifie les problèmes des utilisateurs, on améliore et puis on regarde comment on peut identifier ce qui pose encore problème, etc. Et il y aura toujours des problèmes en fait. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous intéresser à des petites choses et plus du coup il va falloir être précis dans la manière dont on met en place les tests et les études pour améliorer. Si vous voulez lire des retours d'expérience méthodos qui sont pas mal, l'équipe design d'Airbnb publie énormément de contenu sur la manière dont eux font leurs tests, mettent en place les hypothèses, allient les données quali et quanti, etc. Très très peu d'entreprises peuvent prétendre faire aussi bien, donc il ne faut pas se dire ok demain on va faire comme les équipes design d'Airbnb, mais ça donne un peu une idée de l'objectif final de ce type de méthodologie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Dans quel cas j'essaie d'avoir des réponses. Merci. Merci. J'ai une petite question, Oui. parce qu'on a vu pas mal d'exemples qui étaient B2C, et je me demandais s'il y avait des choses qui changeaient fondamentalement, si on justement développait des applis ou des applications métiers sur du B2B. Alors, ce qui change, alors il n'y a rien qui change fondamentalement, il y a parfois les méthodes qui vont changer, parce que c'est pas toujours simple de mettre en place des tests utilisateurs à distance en B2B, mais c'est possible, ça dépend un peu des cibles. Pour vous donner un exemple, on travaille avec une banque sur les services qui vont être utilisés par les comptables dans les entreprises. Et donc là, on va plutôt faire des entretiens individuels. Et en général, ce qui réunit les cibles B2B, c'est que c'est des gens qui vont avoir des problèmes très précis, qui vont être pas nécessairement attachés aux mêmes choses que sur du B2C et avec lesquels on va du coup plus creuser les points, quoi. Donc ça va être souvent des entretiens individuels, mais voilà, après on travaille aussi bien en B2C qu'en B2B. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question à distance. Bonjour, Stéphane Douanet, je travaille côté BDDF. Je voulais savoir si vous aviez déjà mené des projets de ce type-là au sein du groupe Société Générale. Non, mais on serait ravis de le faire.
Ok, j'en prends note. Est-ce que vous avez d'autres questions? Super, eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit, parce qu'on a peut-être qu'on peut encore déjeuner.